Bonjour à tous, je suis Eloge Fonkou, ingénieur de conception en génie électrique et développeur freelance Fiverr et Comop. Je suis spécialisé dans les études de conception et management de projets d'installation électrique et solaire photovoltaïque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une formation que j'ai conçue sur les systèmes de protection foudre, intitulée Protection des installations électriques et solaires photovoltaïques contre les effets directs et indirects de la foudre. À qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse premièrement aux professionnels des secteurs de l'énergie, de l'industrie et du BTP, autrement dit aux ingénieurs, techniciens et managers qui interviennent dans la conception, l'installation et la maintenance de systèmes et infrastructures techniques qui, lors de leur fonctionnement, lors de leur cycle de vie, sont susceptibles d'être exposés aux effets liés aux impacts de foudre directs ou indirects. Nous avons par exemple les systèmes de contrôle de commande, les infrastructures de communication, les chaînes de production industrielle, les systèmes de sécurité et bien d'autres. Cette formation s'adresse également à tout entrepreneur, propriétaire ou promoteur de biens immobiliers qui souhaiterait s'informer sur les dangers liés à la foudre et savoir comment protéger efficacement à la fois ses biens et son activité contre les effets directs et indirects de la foudre. Ensuite, cette formation s'adresse aux étudiants et à tout passionné d'ingénierie électrique et solaire photovoltaïque ou de la filière énergie renouvelable qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques en matière de protection des installations contre les effets directs et indirects de la foudre. Enfin, cette formation s'adresse à toute personne qui souhaiterait s'informer sur les dangers de la foudre et savoir comment se protéger individuellement en cas d'orage, selon que l'on se retrouve à l'extérieur ou en intérieur. Autrement dit, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter tout accident lié à la foudre. Pour cela, nous avons prévu 4 modules au total pour cette formation. Le module 1 qui fera l'objet de cette vidéo, dans lequel nous aborderons les effets directs et indirects de la foudre, origine, conséquences et moyens de protection. Dans ce module, nous allons aborder le phénomène de foudre, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses effets, à la fois sur les biens et sur les personnes et sur les installations. Et enfin, quels sont les moyens de protection contre ces différents effets. Dans le module 2, qui fera l'objet de la prochaine vidéo, nous aborderons la protection des installations contre les effets directs de la foudre, à savoir les installations extérieures de protection foudre, IEPF. Nous allons voir la constitution des IEPF, leurs caractéristiques, comment les mettre en œuvre pour assurer la protection extérieure d'une installation contre les effets directs de la foudre. Dans le module 3 qui fera l'objet de la vidéo d'après, nous allons aborder la protection contre les effets indirects de la foudre, à savoir les installations intérieures de protection foudre, IEPF, dont l'élément principal est le parafoudre. Nous allons donc voir le fonctionnement du parafoudre, ses caractéristiques, comment le sélectionner, comment l'installer tel que décrit dans les guides ITEC 15 443 pour les installations électriques et ITEC 15 712-1 et 2 pour les installations solaires photovoltaïques. Et dans le dernier module de cette formation, nous allons prendre un cas pratique, le cas particulier d'une installation de 250 kW crête raccordée au réseau basse tension. Nous allons voir comment effectuer la mise en œuvre, ou bien le dimensionnement et la mise en œuvre du système de protection foudre qui lui sera associé. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le module 1, à savoir les effets directs et indirects de la foudre, origine, conséquences et moyens de protection. Les objectifs de ce module sont les suivants. Comprendre les notions de subtension transitoire et permanente, les causes et les caractéristiques, comprendre le phénomène de foudre, sa formation, ses caractéristiques et ses effets, identifier et classifier les effets directs et indirects de la foudre, et enfin connaître les moyens de protection à la fois des biens et des personnes contre la foudre. Pour ce faire, nous allons élaborer le plan suivant. En 1, nous allons commencer par les subtensions permanentes, les subtensions transitoires, définition et origine. En 2, le phénomène de foudre, sa définition, sa formation, ses caractéristiques. En 3, les effets de la foudre sur les installations. En 4, les effets directs et indirects de la foudre, définition et classification.
En 5, les dangers de la foudre pour l'homme, les risques et l'étude de foudroiement. En 6, la protection des personnes contre la foudre en cas d'orage. Et en 7, le moyen de protection des installations contre la foudre, les IEPF et les IIPF. Nous allons commencer donc par les surtensions permanentes et surtensions transitoires. Définition et cause. La notion de surtension. Les surtensions sont une augmentation de la tension du réseau électrique ou d'une installation électrique mesurée entre deux conducteurs, phase neutre, phase ou phase D en courant alternatif, ou entre le conducteur plus et le conducteur moins si on est en courant continu. Selon leur amplitude et leur durée, les surtensions peuvent occasionner des dysfonctionnements ou des dommages qui peuvent être mineurs ou majeurs au niveau de l'appareil électrique, de l'installation électrique ou au niveau du réseau de distribution. Il existe deux types de surtensions, à savoir les surtensions permanentes ou temporaires et les surtensions transitoires. Les surtensions permanentes ou temporaires. Une surtension permanente ou temporaire est une augmentation de la tension au-dessus de 10% de la valeur nominale du réseau électrique de distribution qui est maintenue pendant plusieurs cycles, c'est-à-dire plusieurs fois la période du signal de tension. Dans ce cas, on parlera de surtension temporaire, ou alors qui est maintenue de façon permanente, c'est-à-dire que le défaut persiste. Dans ce cas, on parlera de surtension permanente. Nous rappelons que pour un réseau électrique de distribution de fréquence 50 Hz, un cycle ou une période du signal de tension correspond à une durée de 20 millisecondes, et pour un réseau électrique de fréquence 60 Hz, un cycle correspond à une durée de 16,67 millisecondes. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ce type de surtension? Les surtensions permanentes ou temporaires sont généralement dues à des déséquilibres de phase qui sont engendrés par la rupture du neutre, ou alors par des défauts dans la connexion au niveau du conducteur de neutre, ou par des failles au niveau des postes de transformation. On rappelle ici que le déséquilibre de phase dans un réseau électrique se produit lorsque les tensions de ce réseau, les tensions de phase de ce réseau, n'ont pas la même amplitude. La figure suivante nous présente un exemple de surtension causée par un défaut au niveau du neutre. À gauche ici, vous avez une représentation d'un réseau électrique triphasé basse tension avec une tension nominale entre phase et neutre 230 volts et une tension nominale entre phase de 400 volts. Après le défaut au niveau du neutre, on observe sur la figure de droite ici une augmentation de la tension entre la phase L1 et le neutre qui passe de 230 volts avant le défaut à 300 volts après le défaut, ce qui correspond à une augmentation de 70 volts, soit environ 30% de la valeur nominale qui est de 230 volts. On a donc une surtension temporaire ou permanente, selon si le défaut est corrigé ou non. Donc si le défaut est rapidement corrigé, la surtension sera dite temporaire. Si le défaut persiste, la surtension sera dite permanente. La troisième figure en dessous ici présente en détail le déséquilibre de phase qui s'est produit. Nous avons les trois courbes des tensions de phase du réseau, la courbe en grise, la courbe bleue et la courbe rouge. Vous voyez bien que les trois courbes n'ont pas la même amplitude. Et maintenant, au niveau de la courbe en rouge qui représente la phase L1, on a bien une surtension au-dessus de 10% de la valeur nominale de la tension du réseau. Nous devons également signaler que sous certaines conditions, une décharge électrostatique peut engendrer une surtension temporaire ou brève. C'est quoi une décharge électrostatique? Une décharge électrostatique se produit généralement lorsque deux pièces qui sont à des potentiels différents se rapprochent l'une par rapport à l'autre, créant ainsi un arc électrique qui induira une surtension. Maintenant, les surtensions transitoires. Une surtension transitoire est une élévation brusque de la tension du réseau électrique ou d'une installation de l'ordre de quelques centaines à plusieurs milliers de volts sur une très courte durée, généralement de l'ordre de quelques microsecondes à plusieurs centaines de microsecondes. Toutefois, certaines surtensions transitoires peuvent aller jusqu'à quelques millisecondes avant de disparaître complètement. Les causes des surtensions transitoires. Les surtensions transitoires peuvent se produire au niveau
du réseau électrique ou d'une installation suite à un impact de foudre. On parle alors de surtension par décharge atmosphérique ou alors ce produit suite à des commutations. On parle de surtension de commutation. Ces commutations sont de deux types. Premièrement, nous avons les commutations des machines de grande puissance, les moteurs, les arbres de stockage, les stations de stockage. Et deuxièmement, nous avons les commutations manuelles ou automatiques des systèmes de protection des réseaux électriques au niveau du fournisseur d'énergie, suite à un défaut, par exemple un court-circuit. La figure suivante nous montre que les surtensions par décharge atmosphérique, représentées par la courbe 1, ont généralement une plus forte amplitude que les surtensions de commutation, représentées ici par la courbe 2. Les caractéristiques des surtensions transitoires. Le courant de foudre étant un courant impulsionnel amorti haute fréquence, trois courbes sont généralement utilisées pour pouvoir le modéliser. Nous avons premièrement l'onde de courant 8-20. Cette onde est définie par deux temps caractéristiques. Nous avons le temps de montée T1 qui est égal à 8 microsecondes, qui est le temps pour que le courant passe de 10% à 90% de sa valeur maximale ou bien de sa valeur crête. Et le temps de descente T2 égale à 10 microsecondes, qui est le temps pour que le courant passe de 10% de sa valeur crête, puis atteint la valeur crête avant de redescendre à 50% de cette valeur crête. Ensuite, nous avons l'onde de courant 10-350. Cette onde est définie par un temps de montée T1 égale à 10 microsecondes, qui est le temps pour que le courant passe de 0 à 100% de sa valeur crête, et le temps T2, le temps de descente T2 égale à 350 microsecondes, qui est le temps pour que le courant passe de 0 à 100%, puis redescendre à la valeur à 50% de sa valeur crête. Nous remarquons aussi ici que lorsque l'on superpose l'onde de courant 8-20 à cette onde-ci, on remarque que l'onde 10-350 est environ 15 fois plus énergétique et a environ 25 fois plus de charge que l'onde 8-20. Enfin, pour finir, nous avons une surtension transitoire peut être modélisée par une onde de courant 1,250, qui est une onde qui est définie par un temps de montée T1 égale à 1,2 microsecondes, qui représente ici le temps nécessaire pour que le courant passe de 30% à 90% de la valeur crête, et le temps de descente T2 égale à 50 microsecondes, qui est le temps que le courant passe. Le courant fait passer de 30% de la valeur crête, puis atteint la valeur maximale avant de redescendre à 50% de la valeur crête. Le phénomène de foudre, définition et formation. La foudre est une manifestation d'électricité accompagnée d'une vive lumière, l'éclair, et d'une violente détonation, le tonnerre. Plus concrètement, il s'agit d'une décharge électrique de plusieurs milliers d'ampères, d'une durée de quelques microsecondes, qui se produit lorsque l'équilibre électrostatique entre le nuage chargé électriquement, que ce soit positivement ou négativement, et le sol est rompu. Ce phénomène se produit en 4 étapes ou phases. Nous avons premièrement l'étape 1, la formation du nuage orageux de type cumulonimbus. Selon l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et du risque, le cumulonimbus est une masse puissante de nuages sombres en forme d'enclume ou double enclume à grand développement vertical de 300 à 15 000 mètres d'altitude, s'étendant sur une surface de plusieurs kilomètres carrés, avec un volume d'eau à l'intérieur du nuage pouvant atteindre jusqu'à 50 km3. La formation de ce type de nuage est généralement due à une grande instabilité atmosphérique, qui se caractérise par des différences de température importantes entre les masses d'air au niveau du sol et les masses d'air en altitude. Ceci explique pourquoi les orages électriques sont généralement observés en été plutôt qu'en hiver, où cette différence de température peut ne pas être suffisante pour générer une grande instabilité atmosphérique.
Ensuite, nous avons l'étape 2, la phase active d'électrisation. Les violents courants d'air ascendants et descendants présents en altitude entraînent des collisions entre les particules d'eau et les cristaux de glace à l'intérieur du nuage, provoquant la création de charges positives et négatives. Les charges de signe opposé se séparent. Les charges positives vont se situer dans la partie supérieure du nuage, tandis que les charges négatives vont se situer dans la partie inférieure, à la base du nuage. Toutefois, quelques poches de charges positives vont subsister à la base du nuage. Ensuite, nous avons l'étape 3, la maturité de la phase active. Le nuage forme maintenant un énorme condensateur avec le sol après les premiers éclairs intra-nuages. Des éclairs se forment entre le nuage et le sol. C'est le coup de foudre. Les premières pluies apparaissent. Maintenant, qu'est-ce qui provoque l'apparition du premier coup de foudre? L'apparition du premier coup de foudre est due à la conjugaison de deux phénomènes. Nous avons l'effet couronne et l'ionisation par choc ou ionisation collisionnelle. Nous rappelons ici que l'ionisation est l'ensemble des processus physiques par lesquels les ions sont créés. Un ion étant un atome ou une molécule chargée positivement par déficit d'électrons ou négativement par rapport d'électrons. L'effet couronne. Les aspérités du sol, c'est-à-dire la présence de relief ou de structures hautes, créent un effet de pointe qui amplifie considérablement le champ électrique local, comme vous pouvez le voir dans la figure suivante. Et l'augmentation de ce champ électrique au-delà de 26 kV par cm à pression atmosphérique normale va donc déclencher une ionisation locale de l'air que l'on appelle effet couronne. Ce phénomène se manifeste par des effluves qui sont des sortes de fils lumineux de couleur violacée, encore appelés feux de Saint-Elme. L'ionisation par choc. Lorsqu'un électron se trouve dans une région de l'espace avec un champ électrique important, comme c'est le cas dans un nuage de type cumulonimbus, il va subir une accélération et acquérir une énergie cinétique. Très rapidement, il va entrer en collision avec un atome neutre présent dans l'air. Nous avons les atomes d'azote, oxygène ou hydrogène. Si au moment de la collision, l'électron a suffisamment d'énergie, autrement dit, si son énergie est supérieure à l'énergie d'ionisation de l'atome considéré, qui est de 14,6 électronvolts pour l'atome d'azote et 13,6 électronvolts pour les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Ce phénomène se produit lorsque le champ électrique atteint une valeur de 30 kV par cm. La collision donc de cet électron avec cet atome va donc créer un nouvel électron libre qui, à son tour, va être accéléré par le champ électrique et provoquer une autre collision, et ainsi de suite. Le phénomène va prendre une allure d'avalanche. Pour bien comprendre ce processus de foudroiement, nous allons prendre l'exemple d'un coup de foudre négatif descendant illustré par la figure suivante. Premièrement, en 1, le traceur précurseur descendant se développe à la base du nuage. Puis, en 2, ce traceur se déplace par bond vers le sol. Ce traceur est constitué de particules, des électrons, qui sont arrachés au nuage par le champ électrique nuage-sol. Et il se développe dans l'air grâce à une succession d'ionisations par collision. Puis en 3, le traceur précurseur descendant se rapproche du sol, ce qui a pour effet d'amplifier le champ électrique au niveau du sol, provoquant donc l'apparition des effluves lumineuses, feux de Saint-Elme, qui sont à ce moment appelés pré-décharge ascendante ou décharge de capture. Nous devons rappeler ici que l'ionisation de l'air, c'est-à-dire l'effet couronne, au niveau du sol, est nécessaire à la formation de la pré-décharge ascendante. Autrement dit, si l'amplification du champ électrique au niveau du sol à l'approche du traceur descendant est insuffisante, c'est-à-dire si le champ électrique au niveau du sol est inférieur à 26 kV par cm, le coup de foudre n'aura pas lieu. Puis en 4, la décharge de capture va donc rencontrer, le traceur précurseur descendant. En 5, finalement, il y aura création d'un conducteur entre le nuage et le sol par lequel un intense courant électrique va s'écouler du sol vers le nuage appelé arc de retour.
C'est cet arc de retour qui est donc la cause de la forte illumination du canal de foudre, l'éclair et de la détonation, le tonnerre qui se produisent au moment du coup de foudre. L'image suivante nous montre bien cet arc retour qui provoque une forte illumination du canal de foudre. On a également les traceurs ascendants et les traceurs descendants, comme vous pouvez le voir là. Maintenant que nous savons comment le premier coup de foudre se produit, nous allons passer à la dernière phase, à savoir la phase d'effondrement du nuage. Arrivé à ce niveau, après le premier coup de foudre, des coups de foudre subséquents qui ont de moindre intensité vont donc se succéder jusqu'à l'épuisement des charges électriques du nuage. Classification et caractéristiques. Les coups de foudre sont classés selon la nature des charges électriques déchargées depuis sa base, les charges positives ou négatives, et selon le sens de formation du traceur précurseur, l'éclair, qui se développe entre le nuage et le sol. Nous avons descendant lorsqu'il se développe du nuage vers le sol et ascendant lorsqu'il se développe du sol vers le nuage. On distingue donc 4 types de coups de foudre, représentés par les deux images suivantes. Dans l'image de gauche, nous avons le coup de foudre positif descendant et le coup de foudre positif ascendant. Le sol est chargé négativement tandis que la base du nuage qui est impliquée dans le coup de foudre est chargée positivement. Et dans l'image de droite ici, nous avons le coup de foudre négatif descendant que nous avons présenté précédemment et le coup de foudre négatif ascendant. Le sol est chargé positivement tandis que la base du nuage impliquée dans le coup de foudre est chargée négativement. Nous devons noter également que dans les pays à climat tempéré comme la France, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et bien d'autres, la majorité des coups de foudre sont de type négatif descendant. Toutefois, lorsque une décharge ascendante est issue d'une aspérité de grande hauteur, par exemple un pic montagneux, une tour de télévision, un immeuble de grande hauteur, elle peut se développer jusqu'à atteindre le nuage, même à l'absence de tout traceur descendant. On parlera alors de coup de foudre ascendant. En France en particulier, 90% des coups de foudre sont de type négatif descendant avec un courant de foudre allant de 2 kA à 200 kA. Les caractéristiques des coups de foudre. La figure suivante présente la distribution statistique des coups de foudre. En abscisse, nous avons l'amplitude de courant de foudre et en ordonnée, nous avons la probabilité qu'a le coup de foudre de dépasser une valeur de courant donnée. Et la lecture de cette courbe nous indique que dans 99% des cas, les coups de foudre négatifs, que ce soit lors de la première décharge représentée ici par la courbe 1 ou lors des décharges secondaires représentées par les courbes 2 et 3, que le courant de foudre sera supérieur à 2 kA. Nous constatons également que les courants de foudre positifs représentés par la courbe 4 peuvent aller au-delà de 200 kA, bien que la probabilité soit faible. Le tableau suivant présente les paramètres d'un coup de foudre. Nous avons premièrement l'amplitude de courant de foudre exprimée en kA. La lecture de ces paramètres nous indique que l'amplitude du courant du premier coup de foudre négatif a une probabilité de 95% d'atteindre la valeur de 7 kA, une probabilité de 50% d'atteindre la valeur de 33 kA et une probabilité de 5% d'atteindre la valeur de 85 kA. La lecture de ce paramètre nous indique également que les coups de foudre subséquents qui se produisent après le premier coup de foudre ont un courant d'amplitude plus faible que ce dernier. Ensuite, nous avons le paramètre raideur maximum exprimé en kA par microseconde. Ce paramètre représente la vitesse avec laquelle le courant de foudre va atteindre sa valeur maximale. Par exemple, si on prend le cas du premier coup de foudre négatif qui a une valeur ici de raideur maximum de 9.1 kA par microseconde. Cela signifie que le courant va mettre
1 microseconde pour passer de 0 à 9.1 kA. Maintenant, plus la raideur maximum est élevée, plus le courant de foudre atteindra sa valeur maximale rapidement. La lecture donc des données de ce paramètre nous indique que le premier coup de foudre négatif mettra en général plus de temps que les coups de foudre subséquents pour atteindre sa valeur maximale. Et le coup de foudre positif va mettre bien plus de temps qu'un coup de foudre négatif pour atteindre sa valeur maximale. Ensuite, nous avons le paramètre énergie spécifique exprimé ici en ampères carrés fois seconde. Nous rappelons que l'énergie spécifique représente l'énergie que le courant de foudre peut dégager dans une résistance de 1 ohm. Et la lecture de ce paramètre nous indique que les coups de foudre positifs véhiculent bien plus d'énergie que les coups de foudre négatifs. Ensuite, il nous indique aussi que le premier coup de foudre négatif a plus d'énergie que les coups de foudre subséquents qui le suivent. Ensuite, nous avons le paramètre charge totale exprimé en coulombs qui indique que les décharges positives ont plus de charge que les décharges négatives. Enfin, nous avons le paramètre durée totale exprimé ici en millisecondes qui nous indique que les décharges positives durent en général plus que les décharges négatives. Les effets de la foudre sur les installations. Le courant de foudre étant un courant impulsionnel haute fréquence, il engendre les mêmes effets que tout autre courant électrique dans un conducteur. Nous avons les effets thermiques, les effets dus aux amorçages, les effets électromagnétiques, les effets électrodynamiques, les effets électrochimiques, les effets acoustiques et les effets lumineux. Les effets thermiques. Parmi les effets thermiques engendrés par le courant de foudre, nous avons premièrement l'échauffement ou la fusion des conducteurs par effet Joule. Comme tout autre courant électrique, le passage du courant de foudre dans un conducteur va provoquer son échauffement par effet Joule. Et si le volume, la section du conducteur est insuffisante pour évacuer la quantité de chaleur générée par le passage de ce courant, il va tout simplement fondre. La fusion au point d'impact. Au point d'impact du coup de foudre, appelé racine de l'arc, il se produit un dégagement de chaleur qui est capable de faire fondre quelques millimètres cubes de métal. L'éclatement de matériaux mauvais conducteurs contenant de l'eau, par exemple du bois ou bien du béton. L'échauffement important dû au passage du courant de foudre dans un matériau mauvais conducteur contenant des bulles d'eau va provoquer une vaporisation de ces bulles d'eau qui vont exercer lors de leur passage sous forme vapeur une forte pression à l'intérieur du matériau et provoquer son implosion ou son éclatement. La formation d'un arc électrique due au mauvais contact entre conducteurs. Dans une installation électrique domestique ou industrielle, le mauvais contact au niveau des points de connexion de l'installation, par exemple au niveau du coffret électrique ou des boîtes de dérivation, peut avoir des conséquences graves et même déclencher un incendie. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d'un coup de foudre, en raison de la forte intensité du courant de foudre qui va provoquer un arc électrique plus intense lorsqu'il va rencontrer un mauvais contact entre deux conducteurs, ce qui va conduire à la fusion des extrémités et à la projection de bouts de métal en fusion. Le déclenchement d'un incendie par conduction ou par rayonnement thermique. La température du canal de foudre étant autour de 30 000 degrés, un impact direct du coup de foudre peut déclencher directement un incendie par conduction de chaleur ou alors par rayonnement thermique s'il rencontre sur son passage des substances ou des matériaux inflammables, par exemple du bois sec ou des matières plastiques. Des effets dus aux amorçages. Lorsque deux conducteurs à des potentiels différents sont séparés physiquement par l'air qui est un milieu isolant, se retrouvent subitement plongés dans un champ électrique de l'ordre de 30 kV par centimètre ou plus. Une ionisation locale de l'air qui les sépare va se produire, ce qui aura pour effet de créer un pont conducteur, c'est-à-dire une étincelle ou un arc électrique, par lequel le courant va circuler. Ce phénomène est appelé amorçage ou étincelage. Il se produit généralement au voisinage d'un impact de foudre et peut conduire soit à la destruction d'équipements électriques ou électroniques, soit à des claquages, étincelles entre les descentes de paratonnerres et des objets métalliques proches reliés au sol.
Les effets électromagnétiques. Le canal de foudre ainsi que les éléments parcourus par le courant de foudre génèrent un champ électromagnétique qui, en se propageant, va induire des tensions et des courants dans les conducteurs proches. On estime qu'à 100 mètres du point d'impact, un éclair peut induire une tension entre 80 et 100 volts dans une boucle de 1 mètre carré formée par un conducteur. Les effets électromagnétiques peuvent donc être assimilés à des effets dus à des surtensions induites. Les effets perturbateurs et destructeurs des surtensions induites par un champ électromagnétique sont liés aux caractéristiques de l'onde de courant de foudre. Nous avons le temps de montée. Certains composants électroniques, les triacs ou les thyristors, sont très sensibles à des impulsions de courant à fond très rapide, autrement dit des impulsions de courant avec une raideur maximum élevée. Donc, plus la raideur maximum du courant de foudre sera élevée et donc son temps de montée sera court, plus il va causer des dysfonctionnements ou endommager ces composants-là. La valeur crête. Les surtensions dont la valeur crête est au-delà de la valeur admissible de certains composants, par exemple des condensateurs, des diodes, des semi-conducteurs, vont entraîner leur destruction par claquage. Donc, plus la valeur crête du courant de foudre est élevée, plus ce courant causera des dégâts au niveau des circuits électroniques. Le temps de descente. Les impulsions de courant de longue durée vont endommager la plupart des composants du fait de l'énergie qu'elles véhiculent. Donc, plus le temps de descente du courant de foudre sera long, plus il va causer des dégâts dans l'installation. Quelques perturbations liées aux surtensions induites. Parmi les perturbations qui sont provoquées par des surtensions induites, nous avons l'arrêt ou le démarrage incontrôlé d'une machine automatique, le fonctionnement erratique d'équipements, des erreurs dans les programmes informatiques, des déclenchements intempestifs des circuits d'alarme. Les effets électrodynamiques. Les effets électrodynamiques sont des forces qui apparaissent lorsqu'un courant électrique de forte intensité, en l'occurrence ici le courant de foudre, circule dans un conducteur qui baigne lui-même dans un champ magnétique généré par des courants voisins. Ces forces peuvent être soit attractives ou répulsives suivant la disposition des conducteurs les uns par rapport aux autres et peuvent atteindre plusieurs kilonewtons et provoquer des déformations mécaniques ou des ruptures de support. Ce phénomène est généralement observé lors des impacts directs de foudre sur les lignes électriques aériennes haute tension. Les effets électrochimiques. Ces effets sont directement liés aux réactions chimiques qui peuvent se produire par électrolyse. Ils sont négligeables pour des installations au sol, vu que les quantités de matière qui peuvent être décomposées par électrolyse sont faibles. Toutefois, il est nécessaire de surveiller ces prises de terre pour prévenir tout risque de corrosion. Les effets acoustiques. Le courant circulant dans le canal de foudre crée une dilatation de l'air, ce qui conduit à une surpression localisée au voisinage de ce canal. Cette suppression, puis sa disparition brutale, crée une onde de choc qui va se propager dans l'atmosphère et causer par exemple des renversements de panneaux, de murs ou d'autres objets. Les effets lumineux. Les effets lumineux sur les installations sont limités aux équipements optiques, des cellules, des caméras. En ce qui concerne l'homme, des lésions oculaires peuvent toutefois apparaître. Les effets directs et indirects de la foudre. Les termes effets directs et effets indirects de la foudre sont définis par le point d'impact de la foudre. On parlera d'effets directs lorsque la foudre va frapper directement l'installation, la structure ou le bâtiment cible, et d'effets indirects lorsque le coup de foudre aura lieu sur un point distinct, plus ou moins éloigné de l'installation, de la structure ou du bâtiment cible. Les effets directs. Ici, le coup de foudre frappe directement le bâtiment cible, comme indiqué sur cette image. Maintenant, en fonction de la nature des conducteurs ou matériaux qui seront sur le chemin du courant de foudre ou à proximité, les effets présentés précédemment peuvent tous se produire, à savoir les effets thermiques, les effets dus aux amorçages, les effets électromagnétiques, les effets électrodynamiques, les effets électrochimiques, les effets acoustiques et les effets lumineux. Les effets indirects. Le coup de foudre ne frappe pas l'installation,
directement, mais plutôt une structure ou un bâtiment, mais plutôt un objet ou une surface plus ou moins éloignée de celui-ci. Par exemple, un arbre, un bâtiment, des lignes électriques ou téléphoniques, du sol ou d'autres objets. Le courant de foudre est maintenant transmis à l'installation par conduction, par rayonnement ou induction ou par remontée du potentiel de terre. Les surtensions par conduction. La foudre frappe une ligne électrique aérienne, haute tension ou basse tension. Le courant de foudre est ensuite transmis à l'installation par conduction, après amortissement par la longueur de la ligne et le transformateur. L'onde de surtension finale peut avoir une amplitude de quelques kilovolts à quelques dizaines de kilovolts selon la distance du point d'impact par rapport à l'installation. Les surtensions par rayonnement ou induction. Lorsque la foudre frappe un objet ou une structure au sol, par exemple un arbre, un poteau, une tour, le courant de foudre va s'écouler à travers cet objet ou cette structure, générant un champ électromagnétique qui va ensuite se propager par rayonnement dans l'atmosphère et finalement induire des surtensions au niveau de l'installation par effet de boucle. Cet effet de boucle est représenté par la figure de droite ici. Pour un éloignement de 100 mètres du point d'impact de foudre par rapport à l'installation, le champ électromagnétique peut induire une tension allant jusqu'à 100 volts par mètre carré de boucle de conducteur. Par exemple, si du fait des contraintes liées à une installation, des obstacles ou des risques d'explosion, des salles d'eau, un conducteur électrique se retrouve posé de manière à former une boucle de 100 mètres carrés à ses deux extrémités. Une surtension de 10 kV sera induite à ces bornes par un impact de foudre situé à 100 mètres. C'est donc pour cette raison que le câblage d'une installation électrique en général ou d'une installation solaire photovoltaïque en particulier est réalisé de manière à limiter le plus que possible la surface des boucles de conducteurs. Surtension par remontée du potentiel de terre. La foudre ici frappe directement le sol ou une structure métallique qui est reliée à la terre, près de l'installation, causant par rayonnement la montée en potentiel des prises de terre de l'installation, pouvant atteindre jusqu'à quelques dizaines de kilovolts. Classification. Le tableau suivant classe les effets directs et indirects de la foudre. Premièrement, nous avons vu qu'un impact de foudre direct pouvait produire sur une installation les effets thermiques, les effets dus aux amorçages, les effets électromagnétiques, bref, tous les effets présentés précédemment. Par contre, pour ce qui est d'un impact de foudre indirect, cela dépend de la distance du point d'impact par rapport à l'installation cible. Par exemple, les effets acoustiques et lumineux seront faibles, voire négligeables au fur et à mesure que le point d'impact du coup de foudre sera éloigné de l'installation. Les effets dus aux amorçages et les effets électrodynamiques étant intrinsèquement liés aux impacts de foudre directs, il ne peut pas être compté parmi les effets indirects de la foudre. Par contre, les effets thermiques par effet Joule, par conduction ou par induction, ainsi que les effets électromagnétiques peuvent être comptabilisés parmi les effets indirects de la foudre. Les dangers de la foudre pour l'homme. Les accidents corporels dus à la foudre ne sont pas très fréquents, mais leurs conséquences sont souvent très graves et irréversibles. Il est donc crucial de s'informer sur les dangers de la foudre ainsi que des règles élémentaires à respecter pour pouvoir se protéger. Ainsi, les risques encourus par une personne suite à un foudroiement, que ce soit direct ou indirect, sont les suivants. Nous avons premièrement la mort suite à un arrêt cardio-respiratoire, des lésions pulmonaires, des lésions cérébrales, des troubles de l'équilibre, la perte de la vue, la paralysie, et pour finir, des brûlures corporelles sévères comme vous pouvez le voir sur cette image. Les mécanismes de foudroiement. Le foudroiement d'une personne par la foudre peut se faire de plusieurs manières. Premièrement, nous avons le coup de foudre direct. La personne est directement frappée par la foudre, le courant de foudre entre par la partie supérieure du corps et s'écoule au sol en passant par les membres inférieurs. Ensuite, nous avons le foudroiement par éclair latéral. Ici, le courant de foudre descend par
un élément conducteur, faiblement conducteur, par exemple un arbre, avant de choisir un chemin de moindre résistance qui peut être une personne se tenant debout à proximité. Ensuite, nous avons le foudroiement par tension de pas. Un foudroiement par tension de pas se produit lorsque la foudre frappe un point du sol et une personne se tient debout à proximité avec les jambes écartées, ce qui engendre donc une différence de potentiel qui va générer un courant qui va passer à travers les membres de l'individu. On estime qu'à moins de 30 mètres du point d'impact de la foudre, ce courant induit par tension de pas représente un danger pour la vie de la personne. Ensuite, nous avons le foudroiement par tension de toucher. La tension de toucher intervient comme mécanisme de foudroiement lorsqu'une personne touche un objet qui est lui-même parcouru par un courant de foudre. Le foudroiement par courant induit. Il s'agit d'un foudroiement par captage capacitif d'une ramification d'un coup de foudre descendant. Il est moins courant et concerne surtout des abris contenant une structure métallique mais isolée du sol, comme présenté dans cette image, avec une tôle ondulée et une charpente en bois. Quand la foudre va donc frapper à proximité, l'abri va se comporter comme un condensateur de capacité C1 par rapport à l'éclair et de capacité C2 par rapport au sol. Ces condensateurs forment donc un diviseur capacitif et le potentiel V1 de l'éclair porte alors le toit à la tension V2 égale à V1 fois C1 sur C1 plus C2. Cette tension V2 peut être suffisante pour déclencher une décharge induite et frapper donc la personne abritée sans que le toit ait été touché directement par la foudre. Le foudroiement par différence d'impédance avec le milieu ambiant. Par exemple, une personne dans une piscine présente une impédance de plus faible valeur que le milieu ambiant et sera ainsi parcourue par un courant plus fort. La protection des personnes contre la foudre. La foudre se forme par temps orageux et frappe de façon aléatoire. Toutefois, le risque de foudroiement d'une personne peut être assez élevé lorsque cette dernière se trouve en extérieur sur un relief en montagne par exemple, ou lorsqu'elle se trouve près d'une structure métallique de grande hauteur, ou sur le toit d'un bâtiment, ou près d'un arbre ou près d'un plan d'eau. Il est donc crucial de connaître ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes surpris par un orage. Premièrement, si vous êtes à l'extérieur au moment que l'orage se déclenche, vous devez éviter de courir ou de vous tenir debout avec les jambes écartées. Vous devez éviter également de porter des objets métalliques au-dessus de votre tête, y compris un parapluie. Puis vous devez éviter de vous tenir à proximité des structures métalliques. Vous devez également éviter de vous abriter sous un arbre, éviter de vous baigner ou de vous tenir près d'un plan d'eau ou d'une piscine. Vous devez éviter de vous réfugier dans un véhicule à toit ouvert, éviter de faire du vélo, conduire moto ou tout autre véhicule ouvert, éviter de rester près des crêtes et des points culminants en montagne. Évitez de vous abriter en prenant appui sur des parois à l'intérieur d'une grotte. Vous devez également éviter de vous tenir sur une structure de grande hauteur ou sur le toit d'un bâtiment. Évitez de pratiquer une activité en plein air. Évitez d'effectuer des travaux sur des installations électriques, téléphoniques ou de télécommunications. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une voiture fermée avec toit métallique au début de l'orage, vous devez éviter, premièrement, d'ouvrir les portes, les fenêtres ou les volets. Évitez de prendre un bain ou une douche. Évitez de faire la vaisselle. Évitez de toucher des pièces métalliques, canalisations, robinets ou des parties métalliques d'appareils électriques reliés à la terre en fonctionnement. Vous devez également éviter de téléphoner avec un téléphone fixe. Vous devez éviter les travaux électriques ou de plomberie ou bien tout autre travaux impliquant un contact avec les parties métalliques du bâtiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous êtes surpris par un orage et que si vous êtes à l'extérieur? Vous devez vous réfugier dans un véhicule à toit métallique comme une voiture, un tram, un bus et vous assurer que les portes et les fenêtres sont bien fermées. Vous devez vous réfugier dans une grotte et adopter une position de sécurité, c'est-à-dire une position accroupie, jambes jointes, tête entre les épaules et vous tenir loin des parois de la grotte. Vous devez vous abriter à l'intérieur d'un bâtiment construit en béton, dans une pièce avec les portes, les fenêtres et les volets fermés. Vous devez vous éloigner également des structures métalliques, vous devez vous éloigner des arbres,
vous éloigner des lignes électriques et téléphoniques, vous éloigner des plans d'eau. Adoptez une position de sécurité sur une surface isolante si vous n'avez pas la possibilité de vous abriter dans un véhicule à toit fermé ou dans un bâtiment en béton. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou dans une voiture fermée avec toit métallique, vous devez fermer les portes, les fenêtres et les volets. Vous devez, à l'intérieur d'un bâtiment, débrancher les téléviseurs, ordinateurs et autres appareils électroniques. Les figures suivantes résument la majorité des gestes à éviter, les gestes à faire en cas d'orage pour éviter tout accident lié à la foudre. Moyens de protection des installations contre la foudre. Deux grands types de protection permettent de supprimer ou de limiter les subtensions d'origine atmosphérique. Nous avons les installations extérieures de protection foudre, IEPF, encore appelées protection primaire, qui vont assurer la protection de l'installation contre les effets directs de la foudre. Et nous avons les installations intérieures de protection foudre, IIPF, encore appelées protection secondaire, qui vont assurer la protection de l'installation contre les effets indirects de la foudre. Les installations extérieures de protection foudre, IEPF. Une installation extérieure de protection foudre a pour fonction de capter les coups de foudre qui, en son absence, auraient frappé le bâtiment ou la structure à protéger, puis d'écouler les courants de foudre vers la terre, sans que ceux-ci ne puissent pénétrer à l'intérieur du volume à protéger. Comme indiqué dans cette image, une IEPF est constituée d'un ou plusieurs dispositifs de capture, d'un ou plusieurs conducteurs de descente et d'une ou plusieurs prises de terre. Le dispositif de capture. Le dispositif de capture a pour fonction de capter un coup de foudre et constitue, pour un bâtiment ou une structure à protéger, le point d'impact préférentiel en principe obligatoire lors d'un foudroiement. La norme CEI 1024-1 le définit comme la partie de l'installation extérieure destinée à intercepter les éclairs. On distingue plusieurs types de dispositifs de capture. Nous avons premièrement le paratonnerre à tige simple ou à tige de Franklin. Ils ont une hauteur pratique de 2 à 6 mètres et présentent une pointe effilée. Ils peuvent être constitués d'un ou plusieurs éléments de même nature, à condition que leur continuité électrique soit assurée. Puis, nous avons le paratonnerre à dispositif d'amorçage PDA. Il s'agit d'un paratonnerre à tige simple équipé d'un système électrique ou électronique générant une avance à l'amorçage, c'est-à-dire l'avance au démarrage de la prédécharge ascendante ou de la décharge de capture. Nous avons ensuite les fils tendus, encore appelés paratonnerres à fils tendus. Il s'agit ici des câbles tendus au-dessus de l'ouvrage à protéger. Ils sont généralement employés dans des ouvrages spéciaux, par exemple des pas de tir de fusée, des ouvrages d'application militaire, des câbles de garde au-dessus des lignes haute tension. La cage maillée ou cage de Faraday, encore appelée paratonnerre à cage maillée, généralement employée pour la protection des bâtiments ou ouvrages très sensibles, abritant du matériel électronique ou de télécommunications, par exemple les data centers, les usines de fabrication de composants électroniques. La cage maillée consiste à multiplier des feuillards de descente à l'extérieur du bâtiment de façon symétrique pour former une cage, comme vous pouvez le voir sur l'image. Les conducteurs de descente et les prises de terre. D'après la norme CEI 1024-1, les conducteurs de descente ont pour fonction de conduire les courants de décharge atmosphérique du dispositif de capture vers la prise de terre. Ils sont illustrés en violet dans l'image de droite ici et partent du toit du bâtiment jusqu'à la prise de terre, généralement en forme de pas de doigt, comme indiqué dans l'image de gauche. Toutefois, d'autres types de prises de terre peuvent être utilisés. Nous avons les prises de terre en ligne, les prises de terre en triangle, les prises de terre en boucle ou en forme de fouille. Les installations intérieures de protection foudre, IIPF. Une installation intérieure de protection foudre a pour fonction de protéger les équipements électriques, électroniques et de télécommunications, de protéger les appareils d'informatique ainsi que les personnes contre des subtensions conduites, des subtensions induites et contre les montées de potentiel des prises de terre. L'élément principal d'un IEPF, qui est aussi le plus connu, est le parafoudre,
qui est un dispositif destiné à limiter les subtensions transitoires et à dériver les ondes de courant de foudre vers la Terre lorsqu'il est installé entre les conducteurs actifs et la Terre. Il est constitué au minimum d'un composant non linéaire. Lorsque le parafoudre est installé entre un conducteur actif, par exemple la phase, le neutre en courant alternatif ou le plus et le moins en courant continu, et la Terre, on parle de protection en mode commun. Et lorsqu'il est placé entre les conducteurs actifs, on parle de protection en mode différentiel. Il existe plusieurs technologies de parafoudre. Nous avons les parafoudres à varistance, les éclateurs à air, éclateurs à gaz et les écrêteurs. L'image suivante présente les symboles électriques des différentes technologies de parafoudre. Nous avons l'éclateur à air encapsulé, l'éclateur à gaz, la varistance éclateur, la diode de décrétage, l'éclateur à diode de décrétage. Nous avons également noté que d'autres éléments sont nécessaires au bon fonctionnement d'une IEPF, comme l'équipotentialisation, la liaison équipotentielle des masses métalliques et la prise de terre. Des limiteurs de subtension temporaire peuvent également être intégrés au parafoudre par le fabricant ou alors ajoutés à l'installation par l'électricien. Nous allons aborder tous ces éléments-là dans le module 3 de cette formation. C'était tout pour ce module. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le reste des modules de cette formation, à savoir les modules 2, 3 et 4, seront disponibles à partir du mois de février 2026. Si vous êtes intéressé par un module en particulier ou si vous voulez avoir accès à la formation complète, vous pouvez me contacter par mail, par WhatsApp ou alors sur l'un de mes comptes Fiverr ou Comop. Les adresses sont juste là. Merci à tous pour votre attention. Portez-vous bien, joyeuses fêtes de fin d'année et à très bientôt pour la suite de cette formation.